Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine C'est la santé. Et aujourd'hui on parle de l'asthme, une maladie chronique en forte augmentation. Plus de 3 millions de personnes en souffrent en France, dont un tiers d'enfants et d'adolescents. Les traitements sont efficaces, pourtant 7 personnes par jour meurent d'asthme dans notre pays. Comment l'expliquer? Le dépistage est-il efficace? Et quels sont les nouveaux traitements? Des questions posées à nos invités du jour. Le professeur Pascal Chanez, chercheur au sein du département des maladies respiratoires d'Aix-Marseille Université, Arnaud Boyer, interne à l'hôpital Nord, et Brigitte Barra, traitée par thermoplastie bronchique il y a 15 jours. Alors bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Quels sont les symptômes de l'asthme, professeur Chanez? Les symptômes de l'asthme sont assez spécifiques d'un patient à l'autre. Ça peut être de la toux, ça peut être une pesanteur sur la poitrine, ça peut être des sifflements et jusqu'à des symptômes qui vont durer suffisamment longtemps pour amener les gens à consulter en urgence, ce qu'on appelle une exacerbation. Est-ce qu'on parle de crise d'asthme? C'est un terme qui avait été mis en exergue par l'ANEC au 19e siècle et actuellement, les gens ont facilement recours au traitement des bronchodilatateurs qui vont diminuer ces symptômes et donc qui ne vont pas laisser le temps du développement de la crise telle qu'elle avait été décrite au 19e siècle. Donc c'est un terme qu'utilise souvent le grand public, parfois les patients, mais qu'il faut mieux laisser de côté pour mieux caractériser les symptômes. Chaque patient a ses symptômes et c'est mieux de les décrire et de les utiliser comme fil conducteur du suivi. Est-ce que être asthmatique signifie être allergique? Absolument pas. Tous les asthmatiques ne sont pas allergiques et tous les allergiques ne sont pas asthmatiques. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a souvent dans la tête des gens cette association qu'il faut tenter de combler. Chez vous, Madame Barra, quels sont les symptômes de l'asthme? Comme disait le professeur Chanez, ça commence les grosses exacerbations, commence par de la toux, ensuite des larmes, être essoufflé, je siffle énormément. Une respiration difficile? Une respiration très difficile, évidemment, mais par contre je n'ai pas d'allergie, ou très peu. Le problème, c'est la définition de ce que c'est que l'allergie. L'allergie, c'est répondre de façon inappropriée à ce qu'il y a dans notre environnement. Et il y a souvent des confusions entre le fait d'avoir des tests cutanés positifs, c'est-à-dire être sensibilisé, et au contraire, avoir une réponse à quelque chose qui est dans son environnement. On peut avoir tous les tests positifs de la Terre et ne pas répondre par de l'asthme lorsqu'on rencontre quelque chose. Par exemple, on peut avoir un test cutané positif au chat, et quand on prend un petit chat dans ses bras, on va avoir de la rhinite ou de la conjonctivite, mais pas du tout d'asthme. Et donc là, on ne peut pas dire que l'asthme est lié à l'allergie ou la sensibilisation au poil du félin. Mais les allergies peut-être vont exacerber l'asthme chez un patient? Oui, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que chez les gens qui sont sensibilisés, et plus on est jeune, plus c'est le cas, c'est la forme la plus caractéristique de l'asthme qui débute tôt dans la vie, pour lequel on est sensibilisé et pour lequel le facteur allergique est très largement bien identifié comme facteur provoquant les symptômes. Mais il faut une cohérence dans les choses. S'il n'y a pas de cohérence, à ce moment-là, on ne peut pas dire que c'est un asthme allergique. Et c'est important pour pouvoir agir sur ce facteur favorisant, de bien le déterminer de façon rigoureuse et cohérente. Alors c'est une maladie connue, pourtant elle paraît peu diagnostiquée. Comment est-ce que vous l'expliquez? Pourtant, c'est une maladie qui est facile, dont le diagnostic est facile à poser dans la grande majorité des cas est facile à poser par la réalisation d'exploration fonctionnelle respiratoire, où on met en évidence notamment qu'un trouble obstructif est réversible. On procède comment? On procède par la réalisation d'une spirométrie, un examen du souffle, où on va mesurer les débits et les volumes respiratoires. C'est un test d'effort? Non, ce n'est pas un test d'effort. C'est un examen du souffle qu'on pratique dans un cabinet de pneumologie. Et donc le fait d'avoir une fonction respiratoire qui est variable permet de déterminer, de poser le diagnostic d'asthme. Un examen que vous avez subi? Que je subis très régulièrement. Pour contrôler votre asthme? Pour contrôler, pour voir la VEMS, c'est pour le volume d'air. Et bon, après, c'est pas un examen qui est pénible, hein. C'est pas quelque chose qui est très... C'est, si vous voulez, la pierre d'achoppement d'un diagnostic objectif. C'est-à-dire qu'on évoquera l'asthme sur des symptômes qui sont peu spécifiques, ce qui explique la difficulté du diagnostic. C'est-à-dire que les gens qui toussent, c'est extrêmement fréquent.
Et donc, ce qui caractérise là, ce qu'on l'a fort bien dit Arnaud, c'est le caractère variable et réversible. Ça peut partir tout seul, où les gens vont utiliser des bronchodilatateurs qu'ils trouvent dans la famille, parce que comme ça court souvent dans les familles, les gens se passent la ventoline largement. Et puis après, si vous voulez, le fait de montrer que la fonction respiratoire est variable et réversible, c'est un élément objectif qui dépend ni du docteur ni du patient. Bien donc, que pour faire... ça vient un peu comme une allergie aussi finalement. Voilà, c'est exactement ça. Et quand est-on diagnostiqué asthmatique sévère? Alors, le terme d'asthmatique sévère correspond aux patients dont l'asthme n'est pas contrôlé malgré un traitement de fond bien conduit. Le traitement de fond de l'asthme, on en parlera sans doute après. La base de ce traitement de fond, c'est les anti-inflammatoires bronchiques, les corticostéroïdes inhalés, qui permettent de lutter contre l'inflammation des voies aériennes, qui est l'asthme étant une maladie inflammatoire. Les asthmatiques sévères, il y en a beaucoup? Les asthmatiques sévères, ça demande là aussi une démarche rigoureuse, une connaissance des patients. Si vous voulez, comme le disait Arnaud, ce sont des gens qui, avec les standards de traitement proposés par le médecin de famille, proposés par le pneumologue spécialiste, ne sont pas contrôlés, alors que la plupart des traitements sont efficaces. Donc ces gens-là sont en bout de bout du traitement. Ils ont toujours des symptômes, toujours des exacerbations, malgré un traitement qui est bien pris et bien conduit. Et à ce moment-là, ça représente peu de patients. Mais pour cela, la vie est extrêmement difficile. Demandez à Madame Barra. Oui, c'est votre cas, diagnostiqué asthmatique sévère. Oui. Mais en fait, vous parliez de l'asthme qui est diagnostiqué relativement tard. Bon, je vais avoir 57 ans. L'asthme a été diagnostiqué il y a moins de 20 ans. Alors que j'en avais avant, je m'essoufflais énormément, mais personne n'a mis le doigt dessus. Je n'ai pas consulté, si les symptômes étaient beaucoup moins graves. Mais par contre, au quotidien, c'est affreux. Ça se manifeste comment? Des difficultés à marcher, à monter des escaliers, par exemple? J'ai dû déménager il y a 2 ans, parce que je ne pouvais plus, j'habitais à un 3e étage, sans ascenseur. J'ai dû déménager parce que je ne pouvais plus monter mes étages. Lorsque j'étais chez moi, je me sentais prisonnière. Il ne fallait pas que j'oublie quelque chose dans la voiture ou au garage. Oui, il fallait trouver le courage de redescendre pour remonter. Non, mais là, les derniers temps, je renonçais complètement. Par contre, voilà, au quotidien, on s'essouffle énormément. Vous parliez des chats tout à l'heure. J'ai un chat, je n'avais pas de réaction. Par contre, j'ai des amis qui ont des chats, et eux, particulièrement, me déclenchent une réaction. Alors le professeur Chanès parlait de cet asthme qui vient et qui part, qui arrive pour certains. Chez vous? Moi, c'est au quotidien. C'est au quotidien. Là, le traitement, je le suis très bien. Je suis quand même relativement stabilisée. Mais il y a des moments où c'est très difficile. C'est de ne plus pouvoir marcher comme on veut, d'avoir peur des émanations des produits d'entretien, les gaz d'échappement, des choses comme ça. On est un peu à la merci de tout. Un quotidien compliqué? Oui, c'est un quotidien qui empêche les gens d'avoir une vie normale. La qualité de vie des patients qui ont un asthme sévère est largement amputée par à la fois le risque futur d'exacerbation, il peut vous tomber sur la tête quelque chose. À n'importe quel moment. De façon impromptue et sans facteur favorisant qu'on arrive à mettre en place. Et puis l'autre chose, c'est le handicap. C'est-à-dire que cette maladie qui est variable et réversible dans les formes les plus légères et les plus fréquentes devient un handicap avec une obstruction bronchique dont on parlait tout à l'heure qui est irréversible. Et à ce moment-là, les gens sont handicapés, d'où la difficulté de monter les étages, d'où le recours aux soins et l'arrêt de travail et l'éloignement de la vie sociale habituelle. Donc tous ces éléments concourent à faire que l'asthme sévère, c'est peu important, mais en termes de coût pour le patient, pour la société et en général, ça nécessite vraiment un besoin urgent de connaissances, donc de recherche et de nouvelles thérapeutiques. Et justement, pour eux, il existe une alternative qui s'appelle la thermoplastie bronchique. C'est une des nouvelles alternatives. Actuellement, notre travail, c'est de développer une offre de soins innovante. Et la thermoplastie en fait partie. Et notre travail, c'est d'essayer de trouver quelle est la place de cette thermoplastie chez les patients les plus sévères pour trouver le bon traitement pour le bon patient. C'est ce qui s'appelle la prise en charge personnalisée de l'asthme sévère. Et justement, pour parler de cette alternative, je vous propose de regarder ce reportage tourné à l'hôpital Nord. C'est le jour J pour ce jeune patient. Il vient de Thônes, en Haute-Savoie, pour bénéficier d'une nouvelle technique dans le traitement de son asthme sévère. Je suis en dessous des 50% de capacité pulmonaire.
J'ai une réserve d'air très petite dans mes poumons. La thermoplastie bronchique doit lui permettre d'améliorer son quotidien. Jérôme est le 3e patient traité à l'hôpital Nord dans le cadre d'un protocole de recherche nationale. L'expérience américaine et canadienne montre que le traitement n'améliore pas le souffle, mais par contre améliore beaucoup les symptômes de l'asthme, améliore la qualité de vie, évite les exacerbations d'asthme et probablement la consommation de la corticothérapie par voie générale qui gêne beaucoup les patients, les effets secondaires de la cortisone. Chez les asthmatiques sévères, le volume du muscle lisse qui entoure les bronches est très important. Ce cathéter thermique introduit par la bouche va le chauffer pour en diminuer l'épaisseur et permettre à l'air de mieux passer, a priori pendant plusieurs années. Pour l'instant, le recul est de 5 ans aux États-Unis, au Canada, et la qualité de vie semble toujours améliorée au bout de 5 ans, donc c'est des résultats plutôt prometteurs. Il va falloir regarder si la diminution des coûts justifie le coût de l'intervention, puisque c'est une intervention, la thermoplastie, les 3 séances, ça revient à peu près à 15 000 € par patient, donc c'est vrai qu'il faudra avoir un dossier solide pour pouvoir faire rembourser ce genre de pratique. Oui. Au terme des 3 séances espacées d'au moins 3 semaines, les études canadiennes montrent que les consultations en urgence sont réduites de près de 80%. Si les essais cliniques sont probants en France, le traitement pourrait être remboursé par la sécurité sociale. Professeur Chanès, combien de patients seront traités à Marseille et bénéficieront de cette thermoplastie bronchique? Donc là, normalement, c'est un essai qui est bicentrique entre la PHP à Paris et la PHM à donc Marseille. L'assistance publique des hôpitaux de Paris voilà. Et l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. C'est exact. Et donc, on a 20 patients normalement qui doivent bénéficier de ce traitement dans le contexte d'un essai de recherche clinique. Puisque, comme je vous le disais, on essaye de trouver des patients qui vont être répondeurs. Et on a pris le pari de montrer que c'est les gens qui ont beaucoup de muscles bronchiques épaissis dans leur voie aérienne qui vont le mieux bénéficier de cette technique. Avec un objectif, donc prouver que ce traitement diminue durablement les symptômes de l'asthme, c'est ça? Oui, mais ça, on a des données déjà de recherche clinique dans les pays anglo-saxons. Et on n'a rien en France actuellement. Et nous, on voulait aller plus loin pour dire, certes, il y a des données sur la qualité de vie, sur les paramètres d'amélioration du contrôle de l'asthme et de la fonction respiratoire dans quelques études. Mais nous, on voulait vraiment dire, est-ce qu'on peut prédire la réponse pour pouvoir vraiment présélectionner les gens. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à la masse du muscle bronchique qu'on apprécie sur une biopsie initiale. Donc c'est comme ça qu'on sélectionne les patients? Voilà, ça c'est la qualification, il faut être qualifié. Et après, quand on est qualifié, on a les 3 séances. Et ce qui est intéressant dans cette technique, c'est qu'on va faire les 3 séances et après c'est fini. C'est-à-dire que les patients qui auront été traités n'auront pas d'autres traitements. Alors certes, c'est un traitement invasif, puisqu'il faut endormir les gens et aller dans les bronches, mais potentiellement, ça vaut le coup si on arrive à changer le couloir de sévérité de la maladie. Si à terme, et donc actuellement, il y a des données de tolérance sur 5 ans, il y a beaucoup moins de données sur la persistance d'un effet bénéfique sur du long terme. Après ces 5 années. Ouais. Alors, Madame Barra, vous avez eu cette première séance il y a 15 jours? Oui, 15 jours. Est-ce que ça a été douloureux? Non, pas franchement. J'ai eu une douleur pendant 2-3 jours, très, très gérable et très supportable. Après, bon, mais comme toute anesthésie, mais bon, ça n'a pas été si pénible que ça. Alors, il va y avoir 2 autres séances, c'est peut-être trop tôt pour savoir aujourd'hui si ça va mieux? Je ne pourrais pas vous répondre. J'ai l'impression que cela va mieux, mais est-ce que c'est dû au temps? Est-ce que c'est dû au... Voilà, c'est très fluctuant, je ne peux pas dire. Là, en ce moment, d'autant que je pointe sur le carnet de carnet suivi. De bord? Oui, les carnets de bord. Je prends beaucoup moins de Ventoline. Bon, les aérosols restent les mêmes. Par contre, au niveau de la Ventoline, j'en prends moins. J'ai moins de besoin. Pour parler des séances, comment ça se passe? On applique de la chaleur sur les voies respiratoires, c'est ça? C'est une thérapeutique assez empirique en fait. On a des images justement d'une animation. Les gens qui ont mis ça au point ont eu une idée géniale, c'est-à-dire qu'ils ont pensé à mettre un cathéter avec des électrodes. C'est le muscle lisse là qu'on voit. Qu'on va ouvrir dans les voies aériennes, ce cathéter, et qui va permettre d'appliquer de la chaleur sur l'ensemble du diamètre des voies aériennes. Et sous le contrôle de la vue, on va se retirer progressivement pour traiter
un lobe inférieur, puis l'autre un lobe inférieur, puis au cours de la 3e séance, les 2 lobes supérieurs. Donc on voit le cathéter qui entre. On va voir le cathéter donc l'endoscope qui permet de positionner le cathéter. On se met en distalité, comme on dit. Parce qu'on passe par la bouche ou le nez. On se met le plus loin possible, on sort ce cathéter et à ce moment-là, vous voyez, on applique les électrodes sur toute la surface du diamètre de la bronche. C'est quoi, c'est une petite décharge? Oui, c'est une augmentation de chaleur qui est bien répartie et qu'on fait par impulsion successive. Et on retire un petit peu le cathéter. Alors on chauffe, on ne brûle pas. Non, on ne brûle pas, on chauffe. On chauffe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu montrer chez des gens qui avaient été opérés après, puisqu'on a commencé par faire ça, des patients qui étaient opérés, on a vérifié que ça diminuait bien la taille du muscle bronchique. Et nous-mêmes, dans cette étude, on va pouvoir refaire des biopsies après pour voir si on est vraiment arrivé à diminuer le muscle bronchique, montrant ainsi la relation entre la diminution des symptômes, l'amélioration de la qualité de vie, peut-être un peu d'amélioration de la fonction respiratoire et la diminution de la masse musculaire lisse. Et le fait que Mme Barra signale qu'elle prenne moins de bronchodilatateurs est peut-être un signe déjà qu'au niveau des muscles bronchiques, il y a moins d'hyperréactivité, donc moins de nécessité d'utiliser ces médicaments. Et on ne comprend pas vraiment pourquoi chez l'asthme sévère, on n'arrive pas à contrôler mieux les symptômes. Chez ces patients, est-ce qu'il y a des règles d'hygiène à respecter plus que chez d'autres? Pas plus que pour les autres asthmatiques. Après, comme tout asthmatique, il est évident qu'il faut déconseiller, que le tabac est fortement déconseillé chez eux parce que ça augmente l'absence de contrôle de la maladie. Et puis le fait de faire la thermoplastie ne dispense pas de bien faire son traitement de fond habituel. Ça ne le remplace pas. On ne peut pas faire la thermoplastie pour ne plus prendre son traitement de fond. Il faut bien informer les patients là-dessus que c'est juste un complément du traitement de fond habituel des patients. Alors le problème chez les asthmatiques en général, c'est que beaucoup d'entre eux arrêtent leur traitement, peut-être aussi parce qu'il est contraignant. L'important, c'est de bien les informer sur le fait que l'asthme est une maladie chronique et dont l'important n'est pas dont on ne pourra pas a priori la guérir, mais qu'on peut essayer de la contrôler, de limiter les symptômes. Pour mieux vivre avec. Pour mieux vivre avec, tout à fait. Et donc, une fois qu'on a expliqué ça aux patients, c'est un travail du quotidien pour bien les informer, et leur montrer aussi comment prendre leur traitement de façon le mieux possible parce que des fois les dispositifs ne sont pas toujours très faciles à apprendre et donc il faut choisir le dispositif qui convient le mieux aux patients. Et pas spécialement, les aérosols par exemple, il faut les faire régulièrement. Alors l'aérosol est à la maison. Parce que vous, donc, quel est votre traitement justement? Moi j'ai de la ventoline, de limon vert, j'ai un produit pour le nez, un corticoïde, mais des aérosols aussi. Dans les aérosols, mon aérosol ne vient pas avec moi. Je le fais à la maison. Ça implique des fois, je suis obligée de rentrer relativement tôt pour faire, surtout si je ne suis pas très bien, pour le faire cet aérosol. Et au début, je suis consciente du fait, les premiers temps, on n'avait pas encore mis le doigt dessus. J'ai été peut-être un peu négligente. C'est-à-dire le traitement, c'était pour... Quand c'est chronique, c'est vrai que c'est fatigant au quotidien de le prendre. La cortisone, je prends bien les doses qu'il faut, je prends bien. Ça fait des années. Après, vous parliez du tabac, ça c'est évident, j'ai fumé, mais ça fait très longtemps que je me suis arrêtée. Pas évident de suivre un traitement à vie. Pour autant, il y a encore beaucoup de décès liés à l'asthme, alors que c'est une maladie plutôt bien diagnostiquée. Plus de 2000 par an en France. Ça peut paraître incroyable avec des traitements efficaces et de nouveaux traitements. Cela d'autant plus que, si vous voulez, les gens qui meurent d'asthme, le plus souvent, ce sont des gens qui ont été vraiment surpris par les symptômes. C'est vraiment ces exacerbations qui évoluent d'un seul tenant. Et chez des gens potentiellement qui ne sont pas si sévères que ça. Si vous voulez, le caractère gravité et sévérité n'est pas lié aussi. On peut mourir d'asthme alors qu'on n'a jamais été diagnostiqué. C'est ça le paradoxe. Ça se manifeste comment? On n'arrive plus à respirer du tout? Ah oui, c'est vraiment... Et il y a des sécrétions qui s'accumulent dans toutes les voies aériennes et qui bloquent les voies aériennes. Non seulement les muscles se contractent, mais aussi il y a des sécrétions partout. On n'a plus du tout accès à de l'air dans les voies aériennes. Donc c'est normal qu'on meure d'asphyxie
ici. Donc pour aller dans le sens de Madame Barra, la difficulté dans l'asthme sévère, c'est qu'on n'est pas récompensé. On prend bien son traitement et pourtant on n'en a pas le bénéfice. Et potentiellement on en a les effets secondaires. Et si vous voulez, le mot cortisone fait toujours très très peur. Elle fait peur aux patients. Ça veut dire prise de poids? Oui, c'est dans l'esprit des gens lié à la prise de poids, au gonflement, à la perte des os, à la cataracte, à beaucoup d'effets secondaires. Et si vous voulez, les gens n'arrivent pas à mettre en perspective le fait du meilleur contrôle de l'asthme par rapport, ils pensent déjà aux effets secondaires alors qu'ils n'en ont pas encore le bénéfice. Donc ils arrêtent rapidement. Et la question, comme les symptômes sont variables et réversibles, à partir du moment où les gens n'ont pas eu de symptômes pendant 1 ou 2 jours, ils pensent qu'ils sont guéris. C'est ça le leurre. Et c'est la grande difficulté. Il faut que toute la communauté médicale soit complètement convaincue que ce n'est pas une maladie de l'aigu, mais c'est une maladie chronique au même sens que le diabète, l'hypertension artérielle. Donc il y a une nécessité de suivi et de répéter les choses, de rediscuter des choses et de faire de la médecine, si vous voulez, sur mesure. Un petit peu, oui. Pardon. De communiquer. Et justement, Arnaud Boyer, est-ce qu'on peut vivre normalement avec l'asthme, même un asthme sévère? Même avec un asthme sévère, on peut mener une vie totalement normale. Pratiquer une activité physique qui nous fait plaisir. Laquelle, par exemple, quand on est asthmatique? Toutes à condition au rythme qui nous permet de l'accomplir. Voilà. Brigitte Barra, vous souhaitez reprendre une activité physique peut-être? Tout à fait, je marchais. Bon, c'était pas le marche sportive, pas du tout, mais j'adorais marcher. Les randonnées pédestres les dimanches? Pas forcément, oui, mais aller travailler à pied. Bon, à l'époque, j'avais un grand chien, je partais me promener dans la colline avec lui. C'est très agréable, ça je ne pourrais absolument plus le faire. Lorsque je pars en voyage, je planifie déjà des endroits relativement plats, c'est pas évident. Bon, je sais que je n'ai pas mon aérosol, donc la cortisone a des doses un peu plus élevées. Bon, ça, j'arrive très bien à me gérer. Ce que je compte faire là, c'est sans doute essayer de faire de l'aquagym. Si ça va mieux, recommencer à marcher. Voilà, pour essayer quand même de mener une vie. Je mène une vie normale, je travaille, mais quand même une vie plus agréable. Une meilleure qualité de vie. Une meilleure qualité de vie, être moins limité. Je l'accepte très bien d'être limité parce que je n'ai pas des besoins énormes, je lis énormément, mais quelque part c'est frustrant. Est-ce que le stress peut augmenter l'asthme? Le stress est l'un des facteurs d'exacerbation d'asthme reconnus. Je ne sais pas si vous, ça a joué un rôle. Dans le travail, c'est vrai qu'on est tous soumis au stress. Oui, non. Parce qu'en fait, je me maîtrise très bien, je gère très bien mon asthme. Quand je dis je gère très bien mon asthme, si je suis en exacerbation, je ne m'affole pas. Vous savez comment bien réagir. Voilà, je réagis très bien. Par contre, des moments, il y a eu des facteurs aggravants, des moments de stress. L'année dernière, chez mes parents fatigués, par exemple, les deux, c'était assez sérieux, ils sont âgés. Je n'étais pas très bien. Ça, au travail aussi, mais bon, là en ce moment, au travail, ça va bien. On s'en ressent. Alors vous ne voulez pas parler de crise, mais justement, c'est ces facteurs, si on ne dit pas d'une crise, mais en tout cas ces facteurs déclenchants. Ces facteurs favorisants et déclenchants. Oui. Si vous voulez, avoir de l'asthme, c'est avoir les bronches chatouilleuses. D'accord? Et la chatouillabilité des bronches fait qu'elles sont plus accessibles à ces facteurs, qu'ils soient spécifiques ou non spécifiques. Spécifiques, on a parlé de l'allergie tout à l'heure, et là on a des choses parfaitement non spécifiques, qui sont les variations d'hygrométrie, les variations de vent. Hein, il y a des gens qui sont plus sensibles au mistral qu'au vent de la mer. Il y a des gens qui sont sensibles au stress. Et puis après, il y a la pollution. Hein, si vous voulez, quand on a un soleil de plomb, pas de vent, et beaucoup d'automobiles à Marseille, c'est de la pollution à l'ozone. On a de la pollution à l'ozone. Et ça, c'est un facteur favorisant l'apparition de symptômes d'asthme parce que ça chatouille largement les bronches chatouilleuses. Donc c'est là que la protection offerte par le traitement anti-inflammatoire est maximale. Est-ce qu'on a pris l'ampleur de ce problème de santé publique selon vous? Ça, c'est un problème que nous partageons tous. C'est-à-dire que potentiellement, pour notre santé future, il faut absolument essayer de limiter au maximum ce qui va venir avoir des effets délétères, à la fois sur les voies aériennes, mais aussi sur tout le système cardiovasculaire. Donc, si vous voulez, on a des arguments forts en épidémiologie des maladies respiratoires et des maladies cardiovasculaires pour lutter contre la pollution. Ça, c'est une affaire de longue durée.
diminuer, puisque les Suisses ont montré par exemple que sur 10 ans, si vous diminuez la pollution en particules fines, vous améliorez la santé respiratoire d'une population. C'est-à-dire qu'ils ont montré que le déclin de la fonction respiratoire, ce qui nous guette tous, est diminué quand on diminue le seuil de pollution. Et ça, on est capable de le faire. Une maladie qui coûte cher, d'où l'intérêt de trouver des traitements à long terme, comme la thermoplastie bronchique, puisque les coûts de cette maladie sont associés à ceux de la tuberculose et du sida, c'est pas rien? Non, c'est une maladie qui, au niveau de la population générale et en santé publique, a un poids énorme. Et donc, si vous voulez, après, trouver des thérapeutiques innovantes, potentiellement doivent s'appliquer à chaque catégorie d'asthmatiques, et en particulier chez les asthmatiques les plus sévères. Eh bien, merci à vous trois d'être venus sur le plateau de C'est la santé, des magazines que vous pouvez tous retrouver sur notre site internet lcm.fr.